que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce début d'année juste pour vous présenter mes dernières lectures de 2016. Quelques-unes des dernières lectures que j'ai sélectionnées que je voulais par Les Lettres volées de Silène Edgar aux éditions Castelmore. J'avais beaucoup aimé 14-14 qu'elle avait coécrit avec Paul Béorn, ça avait été un coup de cœur. J'ai également lu de Silène Edgar Adèle aux noces de la reine Margot, où j'avais été un peu déçue vu que pour ma part je m'attendais à plus au niveau historique en comparaison de 14-14, mais c'est vrai que c'est également, je pensais, un livre jeunesse. Les Lettres volées, j'ai vraiment pas été déçue sur l'histoire. Donc on est en 1661 dans la France de l'époque, sous le temps du roi Soleil. Donc nous avons ici Françoise de Sévigné, une jeune qui a 14 ans, qui va devoir se faire son entrée dans le monde. Donc sa mère, Madame de Sévigné, étant une des notables assez importantes, on va dire, à cette époque, qui élève seule ses deux enfants, fait tout pour qu'elle puisse faire donc son entrée dans le monde. Donc pour de maintien, de lecture, d'écriture, donc en écrivant des lettres avec sa mère, elles se répondent mutuellement aux lettres pour apprendre tout ça. Donc elle commence son entrée dans le monde un peu fracassante avec des personnages que l'on connaît un petit peu, je sais plus les noms, je crois qu'il y a La Fontaine également qui est dans l'histoire, je l'ai lu il y a déjà un petit moment. Donc un petit roman assez sympathique que je conseille bien aussi bien aux jeunes et aux moins jeunes. On y passe un bon petit moment grâce aux Lettres volées. Je continue ensuite de vous montrer donc 2 livres sur 3, vu que j'en ai lu que 2 sur la trilogie pour le moment. Il s'agit du Paris des merveilles de Pierre Pével aux éditions Bargelonne. Donc en fait les couvertures sont vraiment magnifiques. La couverture du 3, je ne sais pas si j'arrive à l'attraper, moi là j'arrive pas à vous l'attraper, elle est quelque part tout là-haut. Donc je referai une vidéo je pense plus précise sur les 3 tomes de cette saga. Suivons ici Paris des merveilles, donc Paris à la belle époque. Mais pas un Paris classique comme on peut le connaître ou on pourrait le connaître dans nos histoires actuelles, puisque Paris est mélangé avec la magie et l'autre monde, où il y a un passage avec le monde magique où vivent les mages, les fées, les trolls, les elfes, enfin différents mondes qui auraient lien à la magie. Il y a un chêne qui parle, donc les arbres qui parlent. Si je ne me trompe pas, la tour Eiffel elle est en bois, elle n'est pas en métal. Enfin, c'est vraiment, voilà, les chats sont des chats ailés et des chats qui parlent. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le chat de Sir Griffon que nous suivons, le mage que nous suivons dans cette histoire. Principal Louis Griffon, qui est un mage du cercle Scian. Elle est également mariée mais solitaire, donc ils ne vivent plus ensemble avec son épouse à ce moment-là, qui est une ancienne fée, qui a divers noms et variés au fil des textes. Louis Griffon mène son enquête sur des assassinats, des cambriolages et du trafic d'objets magiques qui est donc interdit dans la ville de Paris. Se retrouve donc consultant pour la police et on est emmêlé dans un super policier magique et j'ai trouvé ce monde vraiment très sympathique. J'ai hâte de lire le tome 3, donc je pense que ce sera courant février-mars que je lirai donc le tome 3 de la trilogie et j'espère revenir pour vous en reparler. Avec un auteur que j'avais beaucoup aimé, donc il s'agit le livre des Baltimore de Joël Dick, donc ici aux éditions de Fallois. J'avais beaucoup aimé, pour pas dire eu un véritable coup de cœur pour le livre La vérité sur l'affaire Harry Kléber de ce même auteur. Donc ce qui m'a plu également donc, dans le livre des Baltimore qui m'a fait prendre ce livre et avoir envie de le lire, c'est également que dans ce livre on retrouve Marcus Goldman. Donc Marcus Goldman est la vérité sur l'affaire Harry Kléber. C'est un écrivain, c'est lui qui avait enquêté donc, dans le premier livre. Et là on retrouve donc dans ce deuxième livre Marcus Goldman, mais cette fois-ci il nous écrit un livre sur, enfin c'est un auteur qui cherche à écrire un livre, voilà, sur son enfance, sur sa famille, avec ses cousins, sur... il y avait entre guillemets pas forcément 2 clans, mais il y avait en fonction de là où ils habitaient. Donc c'était un peu leur surnom en fond, c'était les Goldman des Baltimore et les Goldman, voilà.
Donc ses cousins Hill et Woody. Hill, donc son cousin un peu plus jeune que lui, qui était assez chétif au début, assez maigrichon, et Woody qui se fait adopter donc par les parents de Hill et qui du coup deviennent d'une certaine manière frères et tous cousins. On y rencontre également Alexandra, une voisine de Hill et Woody, qui devient la petite amie de Marcus Goldman. Ils ont été séparés par un drame. Donc tout au long de l'histoire, on nous parle du drame. Voilà. Le drame a fait que la famille s'est disloquée, le drame a fait que qu'il n'a plus de contact avec certaines personnes. À l'âge adulte, donc du coup, il se retrouve à devoir gérer les affaires de son oncle décédé, la maison de son oncle. Il habite dans une maison pas trop loin de là et il cherche justement à réécrire tranquillement un nouveau livre, une nouvelle idée qu'il n'a pas pour le moment choisi. Un chien égaré vient le voir sur la plage devant sa maison et quand il ramène le chien chez le propriétaire, il se rend compte qu'il retrouve donc Alexandra. Et c'est à partir de là, de sa rencontre de nouveau avec son ancienne amie, qui décide du coup, voilà, petit à petit de raconter donc l'histoire avec sa famille. Et il faut attendre, hélas, j'ai envie de dire hélas et en même temps bien puisque ça fait du suspense, la fin du livre pour connaître ce fameux drame et les dénouements de ce drame, de ce qui est arrivé à Hill et Woody, et également donc à toute sa famille, le pourquoi du comment elle a explosé. Voilà. On passe un bon petit moment auprès de Marcus Goldman, même si j'ai vraiment préféré le premier livre de la. Dans un tout autre registre, cette fois-ci, j'ai lu Les Épées de glace, l'intégrale d'Olivier Gay aux éditions Bargelonne. Donc c'est quand même sacré pavé, hein, surtout pour moi qui, je ne le cache pas, je suis dyslexique et j'ai des mots que je dois lire plusieurs fois et je transforme des fois un petit peu les noms des personnages pour arriver à les lire parce que sinon le livre, je le mets de côté, je l'oublie et on laisse tomber. Ça arrive avec beaucoup quand les noms sont un peu trop compliqués. Quand il y en a un ou deux, il n'y a pas de souci, je peux le transformer, mais quand c'est tous les personnages, au bout d'un moment, c'est gonflant. Mais là, non, donc ce livre a une petite particularité pour moi. Donc je l'ai pris aux Imaginales, donc du coup, qui dit Imaginal dit bien entendu dédicace du livre. Et sur la petite dédicace que j'ai beaucoup aimée, c'est qu'il m'a marqué, juste à la fin, si ça ne te plaît pas, frappe ta cousine. Donc Martine, je te rassure, je ne vais pas te frapper, tu as bien fait de me conseiller ce livre. Franchement, c'est vrai que c'est un peu sanglant, c'est un peu barbare comme histoire, pour certains passages, on va dire. Mais c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas dans ce livre, on avance tout le temps, il y a toujours de l'action, il n'y a pas de moment vide en fait. Donc il passe comme une lettre à la poste, on va dire, pour lire ce livre. Même si pour moi il m'a fallu plus de temps que pour d'autres où il faudrait 2-3 jours pour le lire, moi il m'a quand même fallu 2-3 semaines. Mais parce que je ne le lis pas toute la journée, tout le temps, je n'ai pas non plus le temps de le faire. Donc dans ce livre, nous avons dans l'histoire Deria. Deria, la fille du baron de Froideval, donc une baronnie tout au nord du pays, bien dans le froid, qui du coup va s'installer à Mulheim, j'espère que je le prononce bien, pour y intégrer la cour. Pour voilà, intégrer la cour, peut-être trouver un parti pour éviter, on va dire, vraiment l'hivernage froid. Elle se fait 2 amis à la cour, donc hélas pas 2 amis qui sont des nobles. Ces 2 amis sont Malin, j'espère également que je le prononce bien. Malin, donc un garde du palais qu'elle a rencontré en arrivant au début de l'histoire. Et Sani, qui est un ami de Malin et qui est une servante. Du coup, Deria prend Sani à son service à elle, donc du coup ne fait plus le service multiple du château, mais vraiment exclusivement la servante de Deria. Ils se lient tous un petit peu d'amitié. Deria est retrouvée assassinée dans la belle ville. Voilà, au début de l'histoire. On a une héroïne qui arrive, paf, direct elle meurt. Mais c'est pas elle l'héroïne principale, même si on la suit également tout au long de l'histoire, où on nous parle également de Deria jusqu'à la fin. Nos 2 jeunes gens, donc Sani et Malin, partent dans le Grand Nord rencontrer le baron de Froideval pour leur parler de Deria, de l'assassinat et d'un petit peu tout ce qui s'est passé autour comment dire, du fait que les gens sur place veuillent cacher sa mort.
Et quand ils arrivent sur place, donc on a quand même 6 semaines de voyage pour aller de Mulein à la baronnie de Froideval. Voyage qui est fait, je crois, 4 fois, en fait, enfin 2 allers-retours. Et quand ils rencontrent donc le père de Deria, ils sont très étonnés de savoir qui est son père. À savoir, pour eux, sur Mulein, c'est le boucher. Celui qui, pendant les guerres d'antan, ne faisait pas de prisonniers, qui assassinait tout le monde, hommes, femmes, enfants, qui était voilà, celui qui faisait peur aux enfants. Si tu fais pas des devoirs, si tu manges pas ta soupe, je vais appeler le boucher. Mais bien sûr, ils apprennent à le connaître, ils apprennent à se connaître, à découvrir un petit peu l'humanité, à découvrir comment est également la personne. Ils vont accompagner donc Rec le boucher, donc le baron de Froideval, dans sa vengeance pour savoir déjà qui a assassiné sa fille, et bien sûr j'aurai vengeance à sa fille. On ne découvre qu'à la fin, vraiment, mais bon, le tout petit opus final, un méga pavé, et on ne découvre l'assassin de Deria que dans l'opus final. Je trouve que l'assassin tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que je ne pensais, mais alors absolument pas à lui, mais absolument pas, j'étais très surprise. J'imaginais quelqu'un d'autre, une autre personne comme assassin, et non, c'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre, ça a juste été un profiteur. Voilà, un petit moment, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler le livre et vous n'aurez pas envie de le lire. Donc pas de soucis. Et pour finir, voici Lune Rouge de Julia M. Kim, une édition Rebelle. Donc pareil, un livre que j'ai pris aux Imaginales. Livre que j'ai fini, que j'ai lu entre donc, fin 2016 début 2017. Hein, je l'ai fini il y a peu en janvier. C'est pas un coup de cœur, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le thème, mais c'est vrai que ce livre n'est pas un grand coup de cœur parce que j'ai trouvé beaucoup de répétitions dans l'histoire. Après, si ça se trouve, les répétitions étaient peut-être nécessaires. Je m'attendais à un peu plus au niveau de l'étude de l'Égypte antique, du temps de la déesse de la lune, au niveau de l'Égypte, mais il n'y a pas beaucoup qui parlent de là-dessus. Donc pour résumer, on suit Lana Yang. Lana Yang fait des cauchemars depuis toute jeune sur des assassinats, sur 3 femmes qui assassinent leur mari. Elle écrit un livre pour en fait se dépaître de ses cauchemars. Elle écrit, ce qui du coup lui permet de diminuer un petit peu l'intensité de ses cauchemars. Une fois le livre publié, toute heureuse, le livre est publié, ça va un peu mieux, mais non, les cauchemars redémarrent. Et elle a le pressentiment d'être la suivante à devoir assassiner un homme. Du coup, Lana demande à se faire interner dans un asile. Donc l'histoire se déroule en Alsace, hein, j'ai oublié, dans ma région à moi, l'Alsace. Là c'est à Colmar et un petit peu aux alentours de Colmar. Moi je suis plus du côté Mulhouse-Strasbourg. Donc Lana demande à se faire interner en hôpital psychiatrique, pour justement ne pas rencontrer d'hommes, ne pas chercher à assassiner qui que ce soit. Mais malgré son internement, Lana continue de faire des cauchemars et des crises, elle est en transe, elle revit en fait ce qu'ont vécu donc, les anciennes personnes qui ont commis des meurtres, puisqu'on découvre en fait que ces meurtres, ces cauchemars ne sont pas qu'une histoire, un roman qu'elle a écrit, ce sont des faits qui se sont avérés exacts. Elle rencontre hélas, en étant à l'hôpital psychiatrique, un infirmier qui éduquait Tanaka, dont elle tombe amoureuse et lui tombe amoureux d'elle. Cet infirmier a une particularité, il a des pouvoirs magiques. Donc avec ses pouvoirs, il influence sur les émotions des gens et il arrive petit à petit également à modeler la matière, à passer les chaînes pour entraver Lana. Et du coup, il est censé, donc non seulement ils se sont aimés, donc elle a peur que ce soit elle qui va devoir l'assassiner, en suivant donc la prophétie de la déesse de la lune, Luna Jaktata. Ouais, j'espère que je le prononce bien. Et en même temps, vu qu'il a des pouvoirs qui portent, enfin on découvre ça par la suite, il n'est pas le fils du dieu du soleil, mais il porte en lui le fils du dieu du soleil. C'est assez compliqué comme engrenage. Et du coup, à eux deux, ils doivent se sauver mutuellement. Parce que le truc, c'est que si Lana arrive à tuer donc, la personne qu'elle aime, c'est la 4e traîtresse de la déesse de la lune.
Et du coup, si elle l'assassine, la déesse de la lune reviendra, se réincarnera sur Terre et du coup remettra son règne en place où les hommes ne sont que des esclaves et c'est les femmes qui règnent et que c'est vraiment très mal. Voilà, dans les jeux antiques de la déesse de la lune. Et c'est ce que cherche à éviter du coup Lana et Keisuke Tanaka. Il y a également une petite histoire autour de Keisuke assez particulière que je vous laisserai découvrir, où il n'est pas ce qu'il semble être, où du coup il apprend des choses sur son passé qui n'est pas vraiment Keisuke mais qu'il est quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c'est assez... Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses, c'est assez sympa comme histoire. Voilà. Je vous le recommande quand même, il n'y a pas de souci, c'est pas un coup de cœur mais j'ai beaucoup aimé ce livre et vous pouvez y aller sans souci, ça vous plaira, je le pense, si vous aimez un petit peu la fantasy, le thriller et en même temps une petite touche de magie. Et voilà, c'est fini avec la présentation de ces dernières lectures que j'ai fait donc fin d'année 2016. Je vous souhaite à tous une très bonne année pour 2017, de beaux moments lecture, amour, santé, bonheur, tous les souhaits que l'on peut souhaiter lors d'une nouvelle année. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!